Média. Le monde, c'est nous. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis le secrétaire. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. La journée de dimanche a été marquée par le renversement du président guinéen Alpha Condé par des militaires des forces spéciales, avec à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya. Cet ex-légionnaire français a aussi annoncé la dissolution de la Constitution, du Parlement, du gouvernement et de toutes les institutions, la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays. Les putschistes annoncent dans la foulée la mise en place d'un comité, le Comité national pour le redressement et le développement. Et bien sûr, cet après-midi, on a suivi quelques annonces avec de nouvelles mesures qu'on va essayer de comprendre avec nos invités. Mais qu'à cela ne tienne, quelques questions tout de même. Quelle lecture vous faites de cet acte de force, de cet acte des forces spéciales guinéennes? Quelles conséquences ceci pourrait avoir sur le pays? Quel avenir finalement pour le professeur Alpha Condé et pour la Guinée? On en parle donc dans quelques instants. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations. La seule chaîne libre dans le monde, c'est vous qui le dites et cela nous honore. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition d'appel sur le continent, la première de la semaine. Nous sommes donc le lundi 6 septembre de l'an de grâce de 2021. Et l'actualité guinéenne nous intéresse avec ce coup d'État dans le pays. On s'interroge sur l'avenir de la Guinée avec nos invités. Et bien sûr, c'est l'émission des téléspectateurs, vous le savez. Vous pouvez nous appeler à tout moment pour donner votre avis. Pourquoi pas commenter les analyses de nos invités dans la mesure du possible également. Et pour l'heure, accueillons donc nos invités. Et nous sommes avec Dr Kémou Kamara. Dr Kémou Kamara, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, Dr Kone. Bonsoir, monsieur l'animateur. Merci à vous également. Donc, je rappelle que vous êtes de la société civile, c'est bien ça? Bien sûr, je suis le président de l'Observatoire national des élus de la République et des élections, en abrégé ONER. Oui. Rapporteur de la commission communication et principes de neutralité de l'administration publique du comité de suivi du dialogue politique interguinéen du 12 octobre 2016. D'être avec nous, très cher docteur Kémou Kamara. Et bien sûr, avec nous, docteur Abdoulaye Koné. Bonsoir, docteur Abdoulaye Koné. Bonsoir, monsieur Bachir. Bonsoir, docteur Kémou Kamara. Bonsoir. Voilà, docteur Koné est donc analyste politique, c'est bien ça? Oui, analyste politique, acteur politique. Également, d'accord. Merci en tout cas pour la précision. Messieurs, nous sommes donc face à une situation en Guinée et bien sûr, tout le monde s'interroge qu'est-ce qui a bien pu se passer. Eh bien, de ce qui est factuel, c'est qu'il y a eu un coup d'État. Le professeur Alpha Condé n'est plus à la tête du pays depuis quelques heures déjà. Docteur Kamara, votre réaction déjà? Tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité, pour l'invitation que vous me faites. Je rappelle tout d'abord que je suis un acteur de la société civile guinéenne, médecin chirurgien de formation, un cadre de la société civile guinéenne. La situation qui se passe dans notre pays, la Guinée, était une situation qui était prévisible parce que tous les ingrédients étaient déjà réunis. Vous avez suivi depuis 2010, avant l'arrivée même du président, du professeur Alpha Condé au pouvoir, la société civile, dans sa pluralité, a mené beaucoup de débats, a mené beaucoup de concertations, a mené beaucoup de forums pour rappeler à toutes nos élites politiques les bons principes de la bonne gouvernance, à savoir la responsabilité, la transparence, la participation citoyenne et l'état de droit. Mais malgré tous nos efforts, malgré les efforts individuels, les efforts collectifs, les comités, les dialogues interpolitiques guinéens, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas été écoutés. Et vous avez constaté, avec tous les débats qui ont eu lieu autour
de ce projet de nouvelle constitution, la société civile n'a pas été entendue. Et voilà ce qui se passe. Hier, le vin est tiré, il faut le voir. Camara, est-ce que vous estimez que c'est un coup d'État salutaire? Je suis un acteur de la société civile, donc légaliste. Je ne peux pas encourager le coup d'État, non seulement en Afrique, mais ailleurs. Je suis un légaliste, je suis un démocrate. Ce que je peux dire, tous les ingrédients étaient réunis. Nous avons dit, à travers nos forums, à travers nos ateliers, à travers nos colloques, à travers nos sensibilisations, même dans les comités de suivi, de respecter les principes démocratiques. Après 2 mandats, on passe la main à un autre à travers l'organisation d'élections libres et transparentes. Mais nous n'avons pas été écoutés et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne pouvons pas condamner aussi là, ce qui se passe parce que tous les ingrédients étaient réunis. Donc, nous ne pouvons que prendre acte et observer l'évolution de la situation. Voilà pour le moment ce que nous sommes en train de dire entre nous. Et maintenant, là, nous sortons d'une rencontre de la société civile, la synergie de la société civile, pour l'analyse situationnelle et la définition ou des propositions pour la définition d'une feuille de route future qui sera définie par les nouvelles autorités guinéennes dirigées par le colonel Mamadi Doumbouya. Voilà. Docteur Abdoulaye Koné, quel est votre avis sur la question, ce coup d'État? Alors, quand on a écouté Docteur Camara, il estime que les ingrédients étaient réunis pour qu'on en arrive là. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je partage ce point de vue. Ce que je vais un peu rectifier, ça c'est mon opinion personnelle. Je ne qualifie pas ce qui vient de se passer de coup d'État. Certainement, je peux qualifier de contre-coup ou de révolution, puisque il faut être ici hypocrite pour ne pas admettre que ce que M. Alpha Condé lui-même avait fait était aussi un coup d'État, puisqu'un coup d'État constitutionnel est un coup d'État. Donc, et quand il le faisait, il connaissait les conséquences. Et voilà, aujourd'hui, fort, il a les résultats de ce qu'il a sémé. Alors, moi, le plus important, ce n'est pas ce débat de dire que c'est coup d'État ou pas. Moi, j'apprécie. J'apprécie dans la mesure où, entre le choléra et la peste, il faut choisir quand même un. Et moi, je m'inscris dans cette logique de ces gens qui viennent pour dire qu'ils veulent restaurer l'autorité de l'État. Il n'y a pas d'État actuellement, vous n'êtes pas sans savoir. Et donner aussi de la liberté à nous autres qui sont très actifs sociaux et ailleurs, dénoncer les dérives de ce régime depuis 2010 jusqu'à maintenant, les dérives qui ne sont cachées de personne, dont la petite goutte d'eau qui a fait couler ici notre vase a été le forcing de la nouvelle constitution au prix de centaines de vies d'innocents. Donc voilà, aujourd'hui, moi, de toutes les façons, tout ce qui pouvait nous aider aujourd'hui à mettre Alpha Condé hors du jeu pour qu'on puisse passer à autre chose, pour moi, c'est salutaire et je n'appelle pas ça coup d'État, à plus forte raison condamné. En un mot, vous cautionnez ce qui s'est passé, c'est ça? Le président de ces révolutionnaires, qui est monsieur le colonel Doumbouya, a dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit que les Guinéens sont divisés. Et tous les Guinéens, ici, personne ne me dira le contraire, que dans la division, on peut construire quelque chose de solide, quelque chose d'avenir. Alors les Guinéens sont tellement divisés, mais comme nous sommes beaucoup sur ce plateau, je ne vais pas entrer dans beaucoup d'explications, parce qu'il y a une qui vient de se passer tout récemment ici au niveau de l'Europe, lorsqu'ils ont essayé d'interdire la rentrée sur le sol guinéen depuis plus de 8 ans. J'étais un acteur majeur de cette lutte-là. Je sais combien de fois nous avons eu de la mer à boire pour mettre les gens ensemble. Ils ont divisé le pays jusqu'aux os. Alors, si quelqu'un vient, il s'inscrit dans ce sens pour dire que je veux mettre tout le monde ensemble, et j'ai besoin de tout le monde, je pense que avec des déclarations très positives, il faut être ici franchement patriote
pour accompagner ces gens, les aidants, parce que c'est des humains aussi, ils peuvent faire des erreurs, lier leurs belles paroles-là, leurs belles déclarations-là aux actes. Donc nous serons là pour ça, les accompagner jusqu'au bout. Nous attendons d'abord une charte qu'ils vont écrire dans les jours qui viennent pour que nous puissions voir encore clair ce qu'ils veulent au juste et voir possible les aider dans la rédaction d'une nouvelle constitution ou la correction de ce qui avait été déjà gommé par le régime déçu pour s'octroyer de nouveaux mandats. Et voilà, nous pourrons soumettre ça au peuple par un référendum, si possible, couplé avec les législatives, pour qu'on puisse mettre cette institution ici indispensable pour le bon fonctionnement de l'État, qui est l'Assemblée nationale. Donc, pour le moment, moi, je ne condamne pas ce qui vient de se passer et je l'appelle d'ailleurs même pas un coup d'État. Si je peux l'appeler un coup d'État, je l'appellerai peut-être alors un contre-coup. Sinon, moi, je l'appelle une révolution. Ce sont des gens qui sont venus pour mettre de l'ordre dans le désordre. Docteur Koné, je reste un tout petit peu avec vous. Alors, quand vous dites ils sont venus pour mettre de l'ordre dans le désordre, vous avez évoqué leurs belles paroles, mais ce n'est pas la première fois quand même que la Guinée vit ce genre de choses. On se souvient de l'arrivée de Moussa Dadis Camara, avec aussi ses belles paroles, mais ça n'a conduit finalement la Guinée nulle part. Est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans les mêmes travers? Bon, je dirais non. Je dirais non parce que la Guinée vient de loin et nous tous, nous avons de l'expérience de ce que nous avons traversé depuis 2010 jusqu'à maintenant. Ces jeunes ne sont pas des militaires aussi mal formés ou qui ne savent même pas s'exprimer en français, qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils ont la tête sur les épaules. Ils sont un tout petit peu comme je peux, alors si comparaison n'est pas raison, je sais, hein, comme l'équipe de Assimi Goïta. Quand ils sont venus, beaucoup de choses avaient été racontées, mais vu les actes qu'ils sont en train de poser, je pense que beaucoup sont en train de comprendre. Donc, moi, je n'ai jamais rien fait encore avec eux. Mais avoir d'abord le courage pour essayer de mettre fin à la souffrance des Guinéens, je pense que ça, c'est quelque chose de très salutaire et un acte majeur pour les croire sur parole et les accompagner. On ne sait jamais, ils peuvent changer, mais les temps ne sont pas les mêmes. Le temps de Dadis était un autre temps. Et lorsque vous voyez aussi comment ce jeune-là s'exprime, dans un certain calme et dans le sang-froid, avec tout ce qu'il a comme aussi formation, je peux dire avec les leçons aussi, s'il l'a déjà tiré, parce que tout le monde ne tire pas de leçons, sinon si Alpha Condé avait tiré les leçons de sa première arrestation à Piné il y a plus de 20 ans, je pense qu'il n'allait pas accepter de mettre ensemble aujourd'hui tous les ingrédients propices, comme je rejoins maintenant Dr Camara, afin qu'il soit déshonoré de cette façon. Il n'allait pas le faire. Donc j'espère que les dirigeants, les autorités actuelles de la Guinée ont vraiment tiré les leçons du cas d'Addis et qu'ils n'accepteront jamais de tomber dans les mêmes pièges. Donc c'est ce que moi je peux dire. Je les crois jusqu'à présent sur parole avec l'acte majeur qui vient de poser et je suis prêt à les accompagner. Je suis prêt à les accompagner parce que ce sont des humains, ils peuvent faire des dérapages. Je suis prêt à les accompagner en servant de garde-fou afin que les paroles positives, les déclarations positives qui viennent de mettre à la disposition du monde entier soient vraiment liées à l'acte et que la Guinée maintenant sorte de l'impasse, qu'on puisse vraiment connaître maintenant le bonheur de ce peuple qui a tant souffert depuis plus de 60 ans. D'accord. Merci en tout cas, Dr Koné. Nous sommes rejoints, comme vous l'avez constaté, par Mimodia, un habitué également de nos plateaux, activiste panafricain. Mimodia, bonsoir. Vous nous rejoignez justement au moment où on essaye de comprendre ce qui se passe en Guinée. La position de vos deux prédécesseurs sur le plateau, c'est justement que, en tout cas, tout était réuni pour que ce coup d'État arrive. Et finalement, Dr Koné estime qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Pour lui, c'est tout simplement une sorte de correction qui est apportée. Alors, comment vous analysez la situation? Ah, je crois que votre micro, il est muté. Essayez d'activer le micro, Mimodia.
Ouais, je disais bonjour mon cher ami Bachir et bonjour chers panélistes. Bonjour également au plateau, à toute l'équipe d'Afrique Média TV. La question est à propos de... Comment? Allez-y, Mimo, vous avez la parole. Allez-y. Donc moi, franchement, ma position, elle est très très claire. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Ça, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Soit on dit la vérité, soit on ne la dit pas. Donc je ne peux pas comprendre que certains disent qu'au Mali, c'est bien et qu'en Guinée, ce n'est pas bien. Au Mali, c'est bien, en Guinée, c'est bien ce qui s'est passé. C'est une révolution. Je pense qu'en France, les mots ont sens. Parce que si on voit un président de la République procéder à une modification incessante de la Constitution, qui est le symbole de la liberté dans un pays, je pense qu'on ne peut pas être content quand ce président-là finit par être renversé par des révolutionnaires, non pas par ceux qui ont fait un coup d'État. Et je pense que je suis à la fois content et je suis à la fois triste. Triste dans la mesure où, quand on voit que la Constitution en Afrique elle est tout le temps modifiée, recorrigée, revisitée pour juste satisfaire à un seul individu, je pense que c'est honteux et c'est désastreux. C'est désastreux dans la mesure où, en Afrique, on devrait vraiment être beaucoup plus conséquent dans notre façon de faire. Parce que la Constitution ne doit en aucun cas être violée. Et dans toutes les constitutions du monde, je pense que c'est écrit que nul ne peut faire ceci, nul ne peut faire cela. Et ça n'a pas une dimension individuelle. Au contraire, ça devient une sorte de symbole. Et quand ces symboles sont perpétuellement violés, menacés et piétinés par chaque président qui arrive au pouvoir, cela devient vraiment une honte. Et je pense qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour régler définitivement cette histoire de troisième mandat qui est à l'origine le plus souvent de l'ensemble de ces crises que nous avons chez nous. Et aussi, quand je vois certains s'exciter en disant que monsieur le colonel Doumbia a épousé une Française et que le fait qu'elle épouse une Française soit une porte pour que ce coup d'État, ou en tout cas cette révolution soit menée, c'est vraiment avoir une bassesse intellectuelle d'une petitesse abyssale. Et je pense qu'aussi, ceux qui sont en train de dire que Nicolas Sarkozy est derrière cela, mais j'ai l'impression que les gens ils font un double discours. N'est-ce pas Nicolas Sarkozy et ses amis, Robert Bourgi et ses amis, j'ai même oublié son nom d'ailleurs, celui qui a été à son investiture d'ailleurs, qui l'ont aidé, non pas, n'est-ce pas, c'est M. Bolloré qui l'a aidé en finançant justement sa campagne présidentielle, ce qui lui a permis de faire une sorte de remontada en passant de 18% jusqu'à 52 ou 58%. Donc, à un moment donné aussi, il faudra être sérieux dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons. Sinon, nous ferons tout simplement ce que l'on appelle de la masturbation intellectuelle. Et je pense qu'aujourd'hui, les intellectuels africains sont en train de se masturber intellectuellement parce qu'ils n'osent pas dire la vérité. Soit on condamne ce qui s'est passé au Mali et ce qui s'est passé au Tchad, mais également ce qui s'est passé au niveau de la Guinée actuellement, soit on ne condamne pas. Évidemment, moi, je ne suis pas pour le renversement d'un chef d'État qui a été élu. Et pour le cas d'Alpha Condé, on sait très bien qu'il n'a pas été élu. Soyons courageux de le dire. Soit on dit la vérité, soit on ne la dit pas. Moi, je pense qu'Alpha Condé, ce qui lui est arrivé, c'est une chose normale et légale. Ce que les militaires ont fait, ils ont fait une chose normale, légitime et légale. Et tout être humain aurait dû faire cette chose-là. Et aussi, il faudra aussi avoir le courage de dire quelque chose. La vocation des militaires, ce n'est pas de séjourner dans un palais présidentiel. La vocation des militaires, c'est justement de retourner dans le camp qui lui est dédié pour défendre la patrie. Si ceux qui ont effectué cette révolution arrivent à faire rétablir l'ordre constitutionnel et l'ordre institutionnel, comme ils l'ont si bien dit, ils doivent rendre le tablier à la société civile, aux partis politiques qui vont conquérir pour permettre à la Guinée d'avoir un président démocratiquement élu. Je pense que tant qu'on n'arrive pas à faire cette distinction de choses, je vous assure qu'on va passer toute notre existence ici à être renversé par un président. Donc réglons de façon définitive et pérenne cette histoire de troisième mandat qui est à l'origine de l'ensemble des maux qui aujourd'hui touchent la communauté francophone.
parce que ces mots-là ne touchent pas la communauté anglophone, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus en avance. Et maintenant, il faut à un moment donné aussi que l'on responsabilise les Africains et arrêter de dire à chaque fois que la France est derrière, que la France est derrière. La France n'est derrière de rien du tout. C'est nous-mêmes qui sommes derrière de tout. On sait très bien qu'Alpha Condé, sa politique était tout simplement de diviser le pays, comme l'a rappelé tout à l'heure le dernier intervenant, mon frère, qui a totalement raison, parce que qui est cet homme qui aujourd'hui l'a renversé? Cet homme-là, c'est Alpha Condé qui l'a préfabriqué, qui l'a formaté, qui a donné tous les moyens nécessaires pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait aujourd'hui, parce que tout simplement Alpha Condé pensait qu'en mettant un individu qui est issu de la même région que lui, en mettant un individu qui est issu de la même ethnie que lui, il va essayer de sauver, disons, son règne. Il s'est trompé de face, parce que maintenant les gens ne réfléchissent pas en fonction de leur appartenance tribale, les gens ne réfléchissent plus en fonction de leur appartenance ethnique ou autre chose. Les gens réfléchissent parce que c'est des intellectuels qui sont là tout simplement pour défendre leur pays et défendre l'intérêt de la nation, qui aujourd'hui doit être des choses que tout citoyen, ou en tout cas que tout compatriote guinéen doit avoir le courage de dire. Moi, vous savez, nous sommes des activistes, nous sommes des combattants de la liberté. Nous ne supportons personne, nous n'endossons personne, nous supportons le peuple. Gloire au peuple et rester au peuple. Maintenant, le défi envahir la chandelle, et ce que les militaires ont fait aujourd'hui, c'est un acte salutaire, c'est un acte courageux. Et comme je viens de le dire, il faut maintenant, derrière cet acte-là, que toute la société civile, que toutes les personnes qui battent les pavés pour la restauration de la dignité du peuple guinéen soient respectées, soient conviées à la table de négociation. Ici à Paris, on a vu Alpha Condé, je vais chuter sur ça, on a vu M. Alpha Condé aller tirer sur des manifestants. On a vu M. Alpha Condé aller au cimetière tirer sur des gens qui ont perdu leurs parents lors des manifestations. Mais mes chers amis, ne soyons pas des rigolos, disons la vérité. Ce président-là, il ne méritait pas justement d'être président de la Guinée parce qu'il a trahi la confiance que le peuple guinéen lui a donnée. Maintenant, venir ici nous dire que la Guinée a de la bauxite et que c'est Nicolas Sarkozy qui est à l'origine de cela parce qu'il défend les intérêts, disons, des Israéliens, tout ça, c'est bidon, c'est faux, ça n'a pas de sens. Donc, ayons un raisonnement intellectuel sérieux et essayons de responsabiliser les dirigeants africains. Voilà, c'est le message que je voulais lancer. J'espère qu'il a été audible et j'espère que ce message va être compris par tous les présidents et par toutes les personnes qui aujourd'hui aimeraient diriger nos pays. Parce que ce qui s'est passé depuis les années 1960 et depuis les années 90, ça ne passera plus. Les pouvoirs doivent être revenus au peuple. Nous devrons travailler pour la dignité du peuple, pour le progrès et pour le respect de la dignité de l'homme noir. Voilà ce que je voulais dire. Merci Mimodia. Je reviens à vous dans quelques instants. Le temps, bien sûr, de donner la parole à un autre de nos invités sur le plateau. C'est bien sûr Jonathan Batengene. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à toute l'Afrique. Pour cet élément qui nous interpelle à nouveau, cet élément malheureux qui s'est produit en Guinée, un peuple frère, un peuple fier, un peuple qui a toujours suscité la fierté de toute l'Afrique. Alors, l'analyste, que dis-je, le sociopolitiste que vous êtes, quel regard il porte sur ce qui s'est passé en Guinée hier? Ce qui s'est passé en Guinée hier, c'est le résultat, la cristallisation surtout de plusieurs tensions qui sont interprétées du point de vue interne et externe. Du point de vue interne, après l'élection présidentielle, il y a une vague de contestation qui était sur fond de coloration ethno-tribale. Cet ancrage de la politique et de l'ethnicité avait considérablement fragilisé le pouvoir du président Alpha Condé, qui, malgré tout, avait su consolider autour de lui un ensemble de forces disparates, surtout des forces multiculturelles, qui lui permettaient de rester comme étant le point d'ancrage du jeu politique guinéen. Maintenant, il y a cet ancrage local qui a aussi un autre pendant à l'extérieur. Il y a que, et c'est ce que nous avons souvent décrié, les diasporas, que ce soit guinéennes, que ce soit maliennes, parfois jouent un rôle prépondérant dans le jeu politique local, interne. Et malheureusement, cette influence des diasporas n'est pas forcément très saine. Elle tend très souvent à valoriser ou bien à valider les thèses exogènes
sur l'Afrique. Malheureusement, vous allez remarquer que le coup d'État perpétré hier a un fort soutien médiatique, mais surtout un fort soutien auprès des diasporas qui tendent à faire croire que le président Alpha Condé était une sorte de despote, ce qui est tout à fait faux. Le président Alpha Condé était un président qui avait été élu et qui avait été élu à la majorité. Et s'il fallait s'en tenir au débat purement constitutionnel, il n'y a pas de raison que ce coup d'État ait lieu en Guinée. Maintenant, il faut y voir le fait que le président Alpha Condé en Afrique de l'Ouest apparaissait comme l'un des premiers remparts, s'il ne faut pas dire l'un des derniers remparts, de la politique qui mettait à mal la France-Afrique dans cette zone du continent. Et le président Alpha Condé, on se souvient tous de ses prises d'opposition officielles, de ses positions partisanes en faveur du panafricanisme et de ce que Paris le voyait déjà comme un paria dans la zone ouest africaine. Il y a fort à craindre que ce énième coup d'État dans le pays de Sékou Touré augure une fois de plus le renouveau de la France-Afrique sur les terres africaines. Quand vous dites qu'il incarnait ce dernier rempart des élans panafricanistes du côté de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que c'est en occultant son passé un tout petit peu france-africain, vu que, il faut bien se le dire, et beaucoup de vos prédécesseurs le rappelaient, il est quand même arrivé au pouvoir grâce au soutien de ses amis français. Oui, il faut le dire. Il y a quelque chose, on ne fera jamais de procès à un chef d'État africain pour la manière dont il arrive au pouvoir, pour une raison. L'arrivée au pouvoir est conditionnée à un ensemble de variables qui laissent intervenir un ensemble d'acteurs qui ne sont pas forcément décisifs internes et d'acteurs qui sont plutôt décisifs, qui sont externes. Et dans le cas de la Guinée, c'est la France qui tient le jeu politique. Et malheureusement, le président Alpha Condé, vous vous souvenez, il a été dans la même association par le passé à la FEANF. Oui. Il était à la Fédération des étudiants africains en France. Il a été également membre de ce grand parti qui était le parti d'Afrique, celui qui était présidé par le président Houphouët-Boigny, le Rassemblement démocratique africain. Et il a travaillé avec des nationalistes de la première heure, comme Oumniobé, comme Hossein Afana. En fait, il a connu tous ces nationalistes et il connaît très bien, quand on parle du débat panafricain, il connaît très bien quels sont les tenants de ce débat. Maintenant, comment est-il arrivé au pouvoir? C'est certainement avec un jeu de la France, mais il a posé des actes et c'est ce que nous tenons toujours à souligner auprès de l'opinion publique africaine. Il ne faut pas que les Africains se fassent esclaves de ceux qui parfois donnent l'impression qu'ils contrôlent le jeu politique africain. Si un chef d'État accède au pouvoir par les mécanismes d'une puissance étrangère, ce chef d'État a en retour le devoir de s'émanciper de ceux-là pour empêcher que le pouvoir soit le jeu simplement d'intérêts exogènes. Et pour le cas d'espèce, le président, professeur Alpha Condé, avait commencé un travail de rénovation de ses relations avec Paris. Il voulait surtout que dans le nouveau rapport entre la Guinée et Paris, ce soit plus un rapport de vassal, ce soit un rapport davantage équilibré. Et c'est ce discours que les afro-optimistes, que les panafricains développent de plus en plus, que ce soit dans la sphère médiatique ou même dans la sphère intellectuelle, pour que les Africains n'acceptent plus d'être traités comme étant des sortes de vassaux qui vont réaliser les volontés de Paris. En un mot, il y avait un changement de paradigme dans la démarche du professeur Alpha Condé. Il y avait un gros changement de paradigme, surtout que vous savez que
même cette construction politique de la sphère, cette construction du géopolitique guinéen avait été pensée par Paris, parce que la construction sur des bases ethno-tribales, c'était Paris qui avait envisagé cela pour maintenir les grands équilibres ethno-tribaux divisés et empêcher qu'un individu réalise l'unité pour enfin amener son peuple à une véritable émancipation. Donc, cette politique de Paris, malheureusement, a pris le dessus. Pourquoi? Dans le cas de la Guinée, c'est pourquoi les panafricains devraient tenir compte de cette donne. Les diasporas sont aujourd'hui un enjeu majeur dans le jeu politique interne en Afrique. Lorsque vous avez une grosse partie de vos diasporas qui se retrouvent à Paris, eh bien, il faut savoir que vous avez une grosse partie de votre population qui peut facilement être instrumentalisée pour les desseins de Paris et qui est capable de légitimer ou de valider un coup de force qui malheureusement ne sert pas les intérêts de votre pays. Parce que quand vous regardez l'auteur du coup d'État, quand vous regardez ses affiliations, vous voyez qu'effectivement, il a de forts liens avec Paris. Donc, ce n'est pas le genre d'individu qui rassure dans l'Afrique que nous voulons construire aujourd'hui. Ce n'est pas avec ce genre d'individu qu'il faut construire. D'accord. Je reviens à vous, messieurs. Je voudrais vous proposer, puisque Jonathan Batengene, vous parlez de ce Alpha Condé qui aurait changé et qui avait des positions plutôt panafricanistes. On va prendre un extrait de ce que disait le professeur Alpha Condé et on revient vers vous et nos téléspectateurs. La page en masquant des choses. Donc, votre rôle en 60 c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé en 60 pour que la France chasse que compte doit être les rapports entre la Guinée et la France aujourd'hui. Venez nous parler du 25 de ceci, tout le monde en parle tous les jours. Mais Monsieur le Président, est-ce que les difficultés que rencontre encore aujourd'hui la Guinée en termes de développement, vous avez fait des réformes sur le plan institutionnel pour créer, vous avez dit que vous aviez hérité d'un pays, pas d'un État, vous avez fait des réformes pour créer un État et ses institutions. Mais le pays est toujours aujourd'hui en difficulté, notamment il ne décolle pas économiquement, même si ces dernières années, la croissance... Il ne décolle pas économiquement. Mais enfin, madame, vous ne connaissez pas la Guinée. Mais laissez-moi poser vos questions. Madame, vous ne connaissez pas la Guinée. Laissez-moi poser ma question. Vous ne pouvez pas dire qu'elle non, vous ne pouvez pas dire qu'elle ne décolle pas économiquement. En tout cas, il est en grande difficulté sur le plan économique. La Banque mondiale vient de quitter ici, le Fonds monétaire est là, la BAD. Voyez qu'est-ce qu'il dit. Comment dire qu'il ne décolle pas économiquement? Quand je suis arrivé, quel était le PIB de la Guinée? Comment vous expliquez que les gens... Il est en grande difficulté quand même pour la population aujourd'hui. Mais quel est le pays? Est-ce que la France, vous n'avez pas beaucoup de difficultés avec attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas les banlieues de gens pauvres, etc. Est-ce que c'est en 7 ans que je vais, comme par miracle, résoudre le problème de la Guinée? Mais je ne vous demande pas votre... Je ne suis pas sur votre bilan, Monsieur le Président. Quand je suis venu, la Guinée n'avait que 100 mégawatts. Nous avons des barrages. Depuis 1927 que la France a été le barrage pour faire des barrages de concours. Quand je suis venu, il y avait un seul barrage, Garafili, 75 MW. La Guinée n'avait pas plus de 110 MW quand je suis arrivé. En moins de 5 ans, j'ai fait le barrage de Caleta qui fait 240 MW, le double de ce qu'on avait avant. Nous sommes, s'il vous plaît, vous dites que la Guinée ne décolle pas. Nous sommes en train de faire le barrage de Swapiti qui va finir, qui fait 450 MW. Avant fin 2020, nous aurons fait 1000 MW alors qu'on n'avait que 100 MW. Quand je suis arrivé au pouvoir, l'inflation était à 28%. On n'a jamais terminé un programme avec le Fonds monétaire. Aujourd'hui, l'inflation à 8%. Nous avons terminé le programme PPTE. Nous avons un deuxième programme. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites? Non, s'il vous plaît, vous dites que la Guinée ne décolle pas. Non, il faut que les gens sachent la vérité. Que ce que vous dites ne correspond pas à la vérité. Vous n'avez pas fait d'enquête pour savoir. Qui est sous le seuil alors, dans les autres pays africains francophones... Mais on parle de la Guinée, non, pardon, nous parlons de la Guinée. Dans les autres pays francophones, il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté. Mais on parle de la Guinée, nous sommes Pourquoi ici avec vous. Le chômage est aussi élevé dans votre pays? Quelle est votre analyse de ce chômage? Je dis simplement, quand je suis venu, il faut voir où était le PIB de la Guinée, où on en est aujourd'hui. Quand je suis venu, la Guinée a plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Quand je suis arrivé, la Guinée ne faisait que 13 millions de tonnes. L'année prochaine, on arrivera à 100 millions de tonnes. Quand je suis venu, les paysans ne connaissaient pas l'engrais. Les paysans connaissaient l'engrais. Aujourd'hui, et les Nations Unies, et la BAD, tout le monde félicite la Guinée pour sa politique agricole. La preuve, la BAD a choisi 2 pays par région pour le transfert de technologie d'Amérique latine. C'est la Guinée et le Ghana.
Vous ne vous informez pas. Les Brésiliens sont là avec les Argentins, ils sont à l'intérieur du pays. Les chiffres sur la pauvreté, monsieur pour le nous Président, accompagner pour la c'est la culture Banque du maïs mondiale et et le de Fonds soja. monétaire Mais international. vous vous informez, ça ne vous intéresse pas ce qui se passe en Guinée. Ce qui vous intéresse, c'est de présenter une image négative de la Guinée. Non, mais non, monsieur, comment expliquer Comment vous dites que la Guinée n'a pas avancé? Mais non. Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas de pauvreté dans les autres pays africains? Les gens ne sont pas dans les rues? Est-ce que dans les autres pays francophones, 80% de la population est sortie de la pauvreté? Mais non, madame, soyons sérieux. Comment expliquez-vous ce phénomène qui touche les jeunes qui sont, selon le taux de chômage réel, à 80% au chômage? Qu'est-ce qui manque pour qu'ils puissent trouver du travail? Premièrement, la majorité de la population guinéenne est dans les campagnes. Aujourd'hui, nous avons accompagné les paysans depuis notre arrivée. Quand je suis arrivé, la Guinée ne concernait pas 15 millions de tonnes d'engrais. Aujourd'hui, allez demander aux paysans s'ils ne mangent pas aujourd'hui à leur faim. La jeunesse, dans les autres pays, il n'y a pas de chômage de jeunes. Dans les autres pays francophones, il n'y a pas de chômage de jeunes. Tous les jeunes ont du travail là-bas. Donc, il n'y a que les Guinéens qui meurent dans la Méditerranée. Les autres pays ne sont pas concernés. Vous voulez toujours présenter des images négatives de la Guinée. Je ne serai pas votre complice. Non, ce n'est pas l'objet. Vous ne serez pas votre complice. Ce n'est pas l'objet de cet entretien. Non, ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'histoire de la Guinée. Madame, vous avez dit que la Guinée n'a pas fait de progrès. Mais c'est vraiment non, c'est parce que nous avons pour une journaliste qui n'a pas fait d'enquête. Elle a du mal à décoller. À connaître qu'on pourrait laisser, madame, que vous faites. à connaître qu'on pourrait laisser 3 mois sans courant. Aujourd'hui, non, quand même, c'est pas sérieux. Je ne peux pas vous dire que la Guinée n'a pas fait de progrès. Madame, informez-vous un peu mieux. Vous connaissez pas la Guinée. Il y a ce problème du chômage des jeunes. Vous n'êtes pas informé. Et je pense me suis informée, monsieur. Non, vous n'êtes pas informé. Quand vous dites que la Guinée n'a pas progressé, madame, c'est scandaleux. Non, je dis qu'elle n'a pas décollé. Mais on décolle, on n'a pas fini le PPTE, on décolle comment? Quand vous êtes quand je suis venu, j'ai dit aux Guinéens, nous sommes dans un trou, on n'est même pas encore, il faut qu'on sorte du trou. Mais j'ai dit au président Alassane, quand il est venu, le président Oufé avait fini les autres routes, elle avait fini les routes, les cités, il avait combien d'avions? Quand le président Macky Sall est venu, qu'est-ce que moi j'ai trouvé en Guinée quand je suis arrivé? Vous pouvez me dire qu'est-ce que j'ai trouvé en Guinée? La Guinée a été, s'il vous plaît, madame, non. Je ne veux pas qu'on président. Qu'est-ce que moi j'ai trouvé en Guinée quand j'arrive de l'école? Qu'est-ce que j'ai trouvé en Guinée? La Guinée, démographie pour la jeunesse, etc. Donc, ça veut dire que chacun doit travailler avec le commissaire en exercice, faire en sorte que sur tous ces domaines, on progresse. Parce que si on progresse, le commerce intra-africain est de combien? À peine 5%. Parfois, pour aller de Conakry en Éthiopie, il faut passer par Paris. Pour aller de Conakry, il faut passer par Londres. Donc, c'est fondamental que nous développions. Et je suis d'accord avec le président Macky Sall. C'est pourquoi nous avons comme programme de faire le chemin de fer Conakry-Bamako. Mais Macky, je te préviens. Le port de Conakry-Bamako est plus proche du port de Conakry par rapport à Dakar de 200 km. 200 km. Ensuite, évidemment, nous nous battons pour le Transguinéen, c'est-à-dire le chemin de fer qui va partir de Simandou à Fourkaria. Mais vous savez, nous avons beaucoup souffert des multinationales. Rio Tinto a gelé notre minerai de fer. Comme on gère en jachère, comme on met un champ en jachère, pour exploiter son minerai de fer d'Australie. Parce que comme notre minerai de fer est fer magnétique riche, si ça vient sur le marché, ils ne pourront pas vendre leur minerai de fer. Pendant des années, donc, ils ont géré notre minerai de fer. Voilà les leçons que nous devons tirer. Nous devons avoir la maîtrise, connaître exactement quelles sont les richesses. Parce que très souvent, ils nous disent la teneur qu'ils veulent. On n'a pas la capacité de savoir. Ils peuvent dire 40% alors que 70%. Donc, si nous nous renforçons, si nous travaillons ensemble, pourquoi nous allons vendre notre minerai de fer dehors? Pourquoi nous n'allons pas transformer en acier? Mais cela n'est pas possible dans le cadre d'un État. Mais si on est ensemble dans l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ne pas créer des sociétés où la Côte d'Ivoire a 5%, le Sénégal 100%, 30%, et à ce moment-là, on peut transformer le minerai de fer en acier, et nous sommes aujourd'hui, on va être le plus grand consommateur d'acier. Ce que les gens ne comprennent pas, tout le monde parle de la Chine comme le plus grand marché. C'est vrai pour le moment. C'est pourquoi nous avons signé un accord stratégique avec la Chine dernièrement lors de mon voyage d'État. Infrastructure contre mine. Parce que si nous sommes en train de résoudre le problème de l'énergie, nous avons un grand problème en Guinée, c'est les routes. Nous n'avons pas de routes. Donc, nous avons fait un accord stratégique,
Mais attention, notre accord stratégique ne veut pas dire qu'on donne une mine à la Chine, non. On dit, tant, vous nous donnez tant de milliards pour telle infrastructure. Donc, ça correspond à quoi au niveau de la bauxite? Si ça correspond à 2 milliards de tonnes de bauxite et que nous avons 4 milliards, évidemment, on ne vous donne pas la bauxite. On vous permet d'exploiter jusqu'à 2 milliards, à partir de 2 milliards maintenant. On ne va pas commettre l'erreur que les Israéliens avaient fait en donnant contre prêt des mines qui étaient beaucoup plus importants que le prêt que la Chine donnait. Nous avons tiré les leçons aussi de cela. Donc, il est important que vous insistiez sur l'intégration africaine. Si la Côte d'Ivoire a pris d'avantage de faire une usine de ciment, pourquoi je vais en faire en Guinée? Ça n'a pas de sens. Malheureusement, nous sommes étroits au point de vue politique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un petit problème, la Côte d'Ivoire ferme ses frontières. Alors, on ne peut plus avoir de ciment. C'est ça qui amène les pays africains à faire les mêmes choses. Il faut que vous amenez les chefs d'État africains à séparer les problèmes de développement économique et commerciaux des problèmes politiques. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes entre deux États africains, cela ne doit pas influer sur les acteurs économiques et commerciaux. Ça, c'est le peuple qui doit imposer. Mais ça, vous devez nous l'imposer. Parce que quand vous laissez entre nous, on ne le fera jamais. Il faut se dire la vérité, on ne le fera pas. Mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire, en souhaitant que nous collaborerons pour transformer la matière première sur place. Tous les jours, quand vous prenez France 24, tant de morts dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? C'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça. Et quand c'est les Africains, on dit des émigrés. Quand c'est leur côté, on dit les migrants. Voilà. Donc, j'interpelle, mais je peux me permettre, je ne suis plus âgé qu'eux. Donc je peux les interpeller. J'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue de l'intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, président en exercice de... Pour cet élément qui nous permet de mieux comprendre ce que vous disiez, Jonathan Batengene. Alors, de ce pas, je vais passer la parole à Luc Michel qui nous a rejoint également, avant de reprendre le tour normal de table et pourquoi pas donner la parole à nos téléspectateurs. Luc Michel, bien le bonsoir. Alors, vous avez suivi peut-être les premières analyses de nos invités et aussi ces extraits que nous avons choisis pour nos téléspectateurs afin de comprendre ce qui se passe en Guinée. Alors, quelle est votre lecture de manière générale sur ce qui, aujourd'hui, ce qui est un coup d'État, même si certains de nos analystes estiment que non, il s'agit d'une révolution. Condé s'était éloigné des Occidentaux pour aller vers la Russie et la Chine. Le discours qu'il vient de tenir, d'ailleurs, ce sont des thèmes panafricanistes. Et d'autre part, dans l'affaire du coup d'État à Bamako, il s'est opposé à la CEDEAO, notamment en n'appliquant pas les sanctions contre le Mali. Tout cela, ça fait qu'Alpha Condé s'était mis une cible sur le dos. Il a fait des erreurs, sa maladresse notamment dans le référendum, il aurait pu s'y prendre autrement, mais il a été tout de suite victime d'une révolution de couleur. Cellou Dalein Diallo, c'est un agent de Georges Soros, et c'est comme cela qu'il a agi. La grande erreur d'Alpha Condé, c'est de ne pas comprendre qu'on ne se détourne pas de l'Occident en conduisant sa sécurité aux mains des Occidentaux. Le lieutenant-colonel qui a pris le pouvoir, c'est un ancien légionnaire. Vous savez que vous ne quittez jamais l'armée française, mais c'est surtout l'officier de liaison entre l'armée de Guinée et l'Africom américain. C'est quelqu'un qui a été formé par les États-Unis et c'est là-bas qu'il rend des comptes, pas ailleurs. Vous savez que la première chose que les Russes ont fait quand ils sont arrivés en Centrafrique, en décembre 2017, en janvier 2018,
c'est assurer la garde rapprochée et la sécurité du président Touadéra. On ne sait pas assassiner, on ne sait pas arrêter, on ne sait pas faire un coup d'État contre Touadéra. On peut faire des tentatives de putsch militaire comme Bozizé, mais de très loin, pas de l'entourage proche. Voilà ce qu'il faut constater. Aujourd'hui, évidemment, Alpha Condé, il est arrêté pour ses positions africaines et ses positions de rapprochement avec le bloc de l'Est. Et bien entendu, le coup d'État organisé par les Américains, il a été approuvé par Paris. Mais il faut savoir qu'actuellement, dans le nouveau printemps africain, ce sont les Américains qui sont à la manœuvre. Macron, il sert de porteur de valise. Il faut quand même souligner une dernière chose, c'est l'extrême hypocrisie des Français. Vous savez que quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il y a 10 ans, il était l'enfant chéri de l'Occident. Il a mis des années à s'en éloigner. Tous les hommes politiques français l'ont salué, ont dit qu'ils étaient ses amis. Depuis hier, ils n'arrêtent pas de cracher sur lui. Le premier, c'est François Hollande, qui a un comportement indigne. Il faut quand même se souvenir quelque chose. Exactement comme les Américains en Afghanistan, les Français en Afrique, lorsqu'ils ont terminé d'extraire le jus d'un citron, lorsqu'il n'y a plus rien à faire, le citron est jeté dans les poubelles de la géopolitique. C'est cela qu'il faut retenir de l'affaire. Alpha Condé, il paye ses erreurs, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut souligner, qu'il faut saluer les gens qui l'ont renversé. Vous, justement, sur les conséquences que ceci pourrait avoir sur l'avenir de la Guinée. Ça va être très simple. On commence déjà par parler de l'abandon de la monnaie guinéenne, du retour dans le franc CFA, au moment où toute l'Afrique s'oppose au franc CFA. La monnaie de Sékou Touré, c'était une très bonne chose. Deuxièmement, Alpha Condé avait mis de l'ordre dans ce qu'on appelle la guerre des mines. La Guinée-Conakry, depuis 2010, c'était le cœur de la guerre des mines, en particulier entre le groupe minier Rio Tinto, qui est affilié à Georges Soros, et entre le groupe israélien de Benny Steinmetz. Benny Steinmetz, il est présenté depuis ce matin comme un homme d'affaires français. C'est un homme d'affaires israélien. C'est même le principal soutien financier du Likoud de Netanyahou, le grand parti de droite qui vient de faire le pouvoir. Au début, Alpha Condé, il avait pour conseiller Georges Soros, il a favorisé les Occidentaux. Petit à petit, il s'est éloigné d'eux. Il a commencé par remettre des mines aux Chinois, mais surtout, il a commencé à constituer, à permettre à Guinée-Conakry de gérer ses mines. Des gens comme Cellou Dalein Diallo, justement, leur programme, c'était de revenir à l'ancien système. Pour rappel, c'est l'un des deux premiers ministres qui avait liquidé l'héritage de la Guinée de Sékou Touré, le panafricanisme. Les conséquences, c'est une régression terrible pour la Guinée-Conakry. Mais c'est aussi des conséquences pour le reste de l'Afrique. Il va y avoir des conséquences tout d'abord pour Bamako, puisqu'il n'y a plus de doute maintenant que les sanctions contre le Mali vont être appliquées. Et deuxièmement, je peux vous dire que j'ai eu des échos de diplomates africains ce matin. Les gens sont inquiets dans des pays comme le Cameroun, comme la Guinée équatoriale, etc. Parce qu'ils savent que la remise en état d'un régime pro-France africain à Conakry, justement, elle va avoir des conséquences négatives pour toute cette Afrique qui veut s'affranchir de cela. Pour les Américains, qui depuis un an mènent un nouveau super printemps arabo-africain, ils ont déjà réussi au Soudan, ils frappent l'Éthiopie et le Cameroun, ils ont réussi à déstabiliser le Tchad, ils intimident le Mali, ils intimident la Centrafrique. Il est bien certain qu'une victoire en Guinée-Conakry, c'est tout bénéfice pour ce mouvement. N'oubliez pas que les Occidentaux, ils pratiquent une théorie géopolitique, c'est la théorie des dominos. C'est-à-dire qu'en faisant tomber un État, on fait tomber les États suivants. C'est ce qu'ils espèrent aujourd'hui. Il y avait 3 révolutions de couleur qui étaient menées dans 3 États voisins, le Sénégal, la Guinée-Conakry et le Bénin. 3 chefs d'État qui se sont rapprochés de la Russie, de la Chine et aussi de l'Iran. C'est le premier de ces États qui est en train de tomber. La révolution de couleur, elle a échoué. Elle a été transformée maintenant en coup d'État. On a déjà vu ça dans des pays comme le Burundi, par exemple, en 2015, où le coup d'État occidental à la mi-mai 2015 avait échoué, mais il suivait les chaînes d'une révolution de couleur. Les scénarios des Occidentaux, c'est toujours les mêmes.
Ils auraient tort de s'en priver d'ailleurs, puisque ce sont des scénarios qui globalement fonctionnent depuis une vingtaine d'années, pas seulement en Afrique. Alors, je reviens à vous, messieurs, comme je l'ai promis, et surtout vers nos téléspectateurs. Je voudrais qu'on en prenne quelques-uns avant de faire un autre tour de table avec vous, messieurs. Et bien sûr, nous avons Abou qui nous appelle d'Angleterre. Bonsoir, Abou. Alors, on vous écoute, cher ami. Quelle est votre réaction et surtout sur les nouvelles mesures quand même prises par les nouvelles autorités guinéennes et avec cette annonce quand même d'une concertation nationale dans le but de donner un nouveau souffle à la Guinée? Mon très cher frère, M. Bachir, là-dedans, c'est M. Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. Sentez-vous saluer beaucoup de différences et je confirme, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue tous vos invités et en particulier Luc Michel l'Africain, les techniciens, le PDG que j'adore et tous les appelants qui sont sur la plateforme Telegram d'Afrique Média. Bachir, avant de répondre à la problématique de ce soir, laissez-moi faire une petite parenthèse en direction de la jeunesse africaine qui pense que l'idée d'être idéaliste se suffit de 2 mandats seulement suffit pour décrire la politique africaine actuelle. Nous disons que nous, les néo-panafricanistes, tel que nous définissons l'idée panafricaniste actuelle, c'est tout pour l'intérêt de l'Afrique. Nous, en tant que progressistes, on s'en fout du fait qu'un leader africain était avant aux côtés des Français ou bien aux côtés des Occidentaux. À partir du moment où ils pensent maintenant à faire le combat pour lutter pour l'intérêt de l'Afrique, c'est-à-dire garder les matières premières de l'Afrique aux Africains et à des idées maintenant pro-africains, pro-intérêt de l'Afrique, pour nous, il devient un panafricaniste. Simple comme de l'eau à boire. Donc, ce débat de penser qu'on doit faire des comparaisons entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, nous leur disons que ça n'a pas lieu d'être parce que les leaders ivoiriens, ils donnent tout aux Occidentaux. Alors que dans le cas guinéen, Alpha Condé était dans le chemin de la rupture. C'est pourquoi que nous sommes pour Condé, parce qu'il était dans le chemin de la rupture. Pour nous, à partir du moment où vous êtes dans le chemin de la rupture avec les Occidentaux, vous devenez panafricains. Donc que cette jeunesse-là comprenne que les enjeux profonds, c'est cela. Puis qu'il y a eu une révolution. Quel genre de révolution il y a eu en Guinée quand nous savons que, du coup, la Guinée va repartir dans le franc CFA. Du coup, la Guinée sera remise comme on appelle ça même, sur la colonisation, sur le coup de la colonisation des Occidentaux. Où est la révolution? La révolution n'est pas du fait de l'alternance, de changement de personnes à la tête de l'État. La révolution est que tout ce qui est africain puisse maintenant être en faveur des Africains, puisse profiter aux Africains. C'est-à-dire nos ressources minières, que nous-mêmes, on ait la souveraineté de décider si on doit faire une route, ou bien une université, un hôpital, ou bien ce qui est prioritaire pour nous. C'est-à-dire que nous aurons des décisions souveraines. C'est ça qu'on appelle la révolution. Mais ce n'est pas le changement de personnes au pouvoir. Donc, que les jeunes qui sont très inquiétants dans leur prise d'opposition arrêtent cela. On n'est pas dans un débat d'âge, de personnes au pouvoir ou bien de généalogie. Nous sommes dans un débat où nous disons que l'Afrique doit penser pour l'Afrique, doit être souveraine et on décide quel dictateur on veut mettre au pouvoir ou pas. Ce n'est pas aux Occidentaux de décider qui est un bon dictateur, qui est un mauvais dictateur. Parce qu'on ne se plaît pas en Côte d'Ivoire, mais on se plaît en Guinée. Donc c'est ça les enjeux. Le problème est que des personnes ne voient pas les Africains en plein 21e siècle comme des gens à part entière, mais ils veulent décider à notre place. Donc que les jeunes arrêtent cela. Maintenant, en ce qui concerne ce qui se passe, il est clair que nous, on est concernés, nous les néo-panafricains, de ce qui se passe
en Guinée. Parce que pour nous, Alpha Condé avait pris la bonne direction maintenant. Alpha Condé a refusé de brader les ressources minières à la France. Alpha Condé... Vous, très cher Abou d'Angleterre, ça a été un tout petit peu long, mais bon, on comprend un peu où vous voulez en venir. Ils sont nombreux au standard. On va aller rapidement avec les autres. Un appel de la Côte d'Ivoire. Allô, bonsoir. Mohamed Bachir, M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Voici, bonsoir. Je salue vos invités. Merci. Ce que je voulais dire, c'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Si les généraux au niveau de la Guinée laissent ce type-là prendre le pouvoir, c'est qu'eux là, ils ne sont pas des hommes. Parce qu'ils viennent de l'armée française qu'on appelle les légionnaires, c'est-à-dire l'armée bâtarde de la France. Il a régné la nationalité guinéenne. Donc, il n'est plus régime pour être président au niveau de la Guinée. Il ne peut pas faire un coup d'État parce qu'il n'est pas de la nationalité guinéenne. Il n'est pas soldat guinéen, c'est un mercenaire. Donc, si les généraux au niveau de la Guinée laissent cet individu qui vient de l'armée française bâtarde qu'on appelle légionnaire, là, prendre le pouvoir, c'est qu'eux-mêmes là sont les sarouillards. Ils ne sont pas dignes d'être guinéens. Si tout Guinéen tu vas supporter ce monsieur-là n'est pas digne d'être guinéen parce qu'il n'est pas guinéen. Il vient de l'armée française qu'on appelle légionnaire. C'est une armée bâtarde de la France. Donc, ce n'est pas possible que il quitte là-bas, venir faire un coup d'État. C'est un mercenaire, ce n'est pas un Guinéen. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, à les généraux guinéens de prendre leurs responsabilités, ils ont pour 72 heures de dégager ce type-là. J'en appelle à toute la population guinéenne de descendre dans les rues et enlever ce type-là parce qu'il n'est pas guinéen. Il est de l'armée française qu'on appelle légionnaire. C'est une armée bâtarde de la France. Donc, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Il n'est pas digne d'être président en Afrique ici. Si les généraux guinéens le laissent, c'est qu'eux-mêmes sont des clowns. Eux-mêmes ils sont tarés. Ils ne méritent pas d'être des généraux. Si la population guinéenne le soutient aussi, ils aussi ne méritent pas d'être peuple. C'est vrai qu'on lutte, mais ce n'est pas comme ça. Un bâtard qui a réuni votre nationalité, il n'est pas de vous, vient faire un coup d'État chez vous et vous le laissez. Pourquoi? Bachir, je suis déçu pour l'armée guinéenne. Merci beaucoup. Ce n'est pas l'armée de Sékou Touré, ça. Ce n'est pas l'armée de Sékou Touré, ça. Merci à vous, très cher Kofi. Merci à Kofi pour la contribution. Nous restons au téléphone. On va prendre deux autres appelants. Hilaire nous appelle de l'ouest du Cameroun. Bonsoir, Hilaire. Oui, bonsoir, Mohamed Bessir là-dedans. J'ai dit bonsoir comme ça à votre invité Batangene et à mon professeur, M. Louis Michel. Vraiment, c'est encore une désolation de ma part à suivre tous nos jeunes frères guinéens qui sont au niveau de Skype parler de la modification ou bien du troisième mandat du professeur Alpha Condé. Le problème ici, c'est le bien-être du peuple guinéen. Ou bien est-ce que le problème ici, c'est le problème de la modification de la constitution guinéenne. Je pense que le professeur Alpha Condé était en train de vouloir faire que les richesses minières qui se trouvent au niveau de la Guinée-Conakry puissent profiter à la population guinéenne. Or, dire qu'on va donner 2 mandats à un président pour qu'il puisse faire remonter tout ce que ce monsieur, le professeur Alpha Condé, a fait là-bas vraiment, c'est que nos jeunes là n'ont rien compris. C'est que l'Afrique est mal partie, comme disait l'un de vos confrères, monsieur Mohamed Béchir là-dedans. C'est que l'Afrique est très mal partie. Le problème ici n'est pas le problème du mandat. Le problème, c'est de savoir si la population de la Guinée-Conakry va être bien dans sa peau, va être bien nourrie, va manger à sa faim, va bien se vêtir. Et le problème aussi, c'est de créer la création des industries qui va donner de l'emploi au peuple guinéen. Depuis que la France est là, qu'a fait la France? Qu'a fait la France là, en Guinée? Qu'est-ce que la France a pu faire? Quelle industrie la France a créée là-bas pour transformer les mines guinéennes et donner de l'emploi aux Guinéens? Je pense que tous nos frères qui sont là au niveau de Skype n'ont pas vraiment compris. Le problème des panafricains n'est pas le problème du mandat, ou bien n'est pas le problème de la modification. Je pense qu'aujourd'hui, les Africains vont comprendre que cette démocratie-là ne les tient pas. Le problème, c'est celui qui va venir donner le bien-être, un souffle nouveau
à ce peuple guinéen-là. Et je pense que ce colonel-là ne mérite pas d'être à la tête de la Guinée. Le peuple guinéen doit se lever et prendre leur souveraineté entre leurs mains. Sinon, le franc guinéen va disparaître. À la lutte où nous voyons là, je donne encore à mes frères qui sont à Sky au moins 5 ans. Vous allez voir ce qui va se passer. Le franc guinéen va disparaître totalement. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Alors, au 21e siècle, on vit encore ce qu'on vivait dans les années 60. Vraiment, l'Afrique est très mal partie. C'est ce coup de gueule que je devais faire, Mohamed Béchir là-dedans. J'ai dit merci à Afrique Média, le monde c'est nous. Les Africains doivent se lever pour leur liberté. Vous, très cher Hilaire, depuis Bafoussam, on va donner 1 minute à chacun de nos appelants, les deux derniers. Zerfel, tout d'abord, 1 minute à vous, je vous en prie, allons-y. On vous écoute depuis l'Allemagne. Bonsoir Bachir, je te dis bonne guérison et puis bon retour sur les plateaux d'Afrique Média. Et je salue tous les techniciens, et je salue tout le directeur et le fondateur d'Afrique Média. Je salue tous les Africains. Parce que je serai rapide, parce que quand certains de nos jeunes appellent toujours sur Afrique Média, on est divisé, parce qu'on ne va pas dans le même sens. Parce que nous avons créé, nous nous ont donné, des choses, des constitutions dans nos pays. Il faut qu'on respecte ce que nous écrivons. Ça, c'est la moindre des choses. Si Alpha Condé était arrivé au pouvoir depuis longtemps, avant de ses 10 ans, avant que ces 10 ans, avant de commencer ces 10 ans, s'il avait mis sur la table pour dire qu'il va changer la constitution, pour que les choses changent, les gars pouvaient comprendre. Mais il a attendu au dernier moment où ces 2 mandats sont finis et il commence à changer la constitution. Vous ne voyez pas que là, il y a un problème. Nous, la jeunesse africaine, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne un peu ce que nous faisions. Parce qu'il ne suffit pas de suivre un individu parce qu'il a fait telle chose, ou il a duré comme ça, ou il est le doyen. Non. Respectons ce que nous écrivons. Ça, c'est la moindre des choses. Comme ça, les Blancs vont nous respecter aussi. Parce que quand on ne respecte pas nos écrits, ils ne vont pas nous respecter. Ça, c'est la moindre des choses. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'ils accusent aujourd'hui certains, on va à tort, à travers, en train d'accuser les autres. Mais c'est nos dirigeants qui ne respectent pas ce qui nous est donné. Voilà la vérité. Sinon, je ne vais pas aller dans les détails. Et quand vous voyez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et puis vous parlez de la Guinée, c'est la même chose. Il a fait ses 2 mandats aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, il a fait la même chose qu'on a fait en Guinée. Ah, mais alors. Et puis vous ne voyez pas ce qui se passe là. C'est pas bien. Merci, Bachir, de me donner quelques secondes pour que je puisse dire ce que je pense. Merci à vous également pour la fidélité en la télévision panafricaine. Et le dernier appelant pour ce soir, je crois bien, nous revient du Burundi. C'est Delphin qui nous appelle. Bonsoir Delphin, on a 1 minute, très cher ami. Bonsoir mon cher Bachir, je vais essayer d'être bref. Donc je vais saluer les invités sans les nommer. Ils m'ont reconnu, je les ai reconnus. L'essentiel a été dit. Je ne vais pas trop répéter ce qui a été dit. Pour ma part, je pense que qu'on appelle ça, nos frères et sœurs guinéens ne comprennent vraiment pas les enjeux du moment. Je ne suis pas contre le fait, qui est d'ailleurs avéré, que l'aîné Alpha Condé a commis des erreurs d'un point de vue national, mais les Soudanais ont aussi voulu le respect d'une constitution décrétée, non pas au Soudan, mais depuis Washington. Et aujourd'hui, ils sont en train de le regretter. C'est le même cas pour les Tunisiens. Donc, moi, je ne m'attends pas à des miracles. Les Guinéens vont sombrer, un peu comme sont en train de sombrer les Burkinabés ou encore les Nigériens ou encore les Soudanais, comme je disais à l'instant. Il y a aussi le cas de la Somalie. Regardez où en est la Somalie après 20 ans de soi-disant respect aux constitutions. Donc j'appelle les Guinéens et les Guinéennes, notamment ceux qui sont présents via visioconférence, via Zoom. Vous devez mettre votre
vos analyses à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. La France ne peut plus décider comme elle le faisait à l'époque de Sékou Touré. Face à elle, elle a une Chine et une Russie omnipotentes. Seuls les États-Unis parlent devant la Chine et la Russie. La France est un nain géopolitique. Elle ne pèse plus grand-chose sur la planète. Donc, il faut vraiment que vous révisiez votre niveau d'analyse géostratégique planétaire 2.0. Donc voilà, je vais m'arrêter ici et nous allons suivre cette affaire. Afrique Média, le monde c'est nous. Bon début de semaine à toutes et à tous. Merci à vous, très cher Delphin. Voilà donc qui nous ramène vers nos panélistes. Messieurs, on n'a plus que 10 minutes. On va essayer de se partager ces 10 minutes, pourquoi pas, nous commençons par vous, docteur Kémo Camara. Peut-être une réaction à la suite de ce qui a été dit. D'accord, nous avons été malheureusement... voilà, il y a des petits soucis de ce côté-là. On y reviendra, rassurez-vous, c'est un sujet qui brûle encore, il brûle encore. Donc, Jonathan Batengene, c'est avec vous que nous allons suivre cette dernière ligne droite de l'émission. On parle du colonel Mamadi Doumbouya comme étant un ancien légionnaire. Est-ce que cela devrait jeter du discrédit dans ce que les Guinéens que nous avons reçus ont appelé révolution? Bon, j'aimerais d'abord ne pas dire que c'est du discrédit. Mais vous savez, il y a les erreurs du sens commun. C'est-à-dire que vous avez par intuition l'impression de maîtriser une situation. Mais ce n'est qu'une intuition. Une intuition qui peut être avérée ou qui peut être erronée. Oui. Et dans le cas d'espèce, ils ont l'intuition qui est surtout dirigée par le sentiment, un sentiment de rejet qui a dû être créé à la suite de la modification de la Constitution, qui peut être considéré par certains comme une faute, mais qui, du point de vue géostratégique et géopolitique, n'est pas en fait une faute. Oui. Parce que pour assurer la continuité de l'idée politique dont il était le porteur, le professeur Alpha Condé avait besoin de cette modification constitutionnelle. Est-ce qu'il aurait pu, à l'intérieur de son équipe, désigner quelqu'un en poursuivant qui aurait continué son œuvre? Là encore, peut-être c'est la grande question qu'on aurait pu lui poser. Mais toujours est-il que dans la suite de ses idées, il aurait fallu qu'il soit présent à la réalisation de celle-ci dans son parcours ou bien dans le projet politique qu'il avait engagé. Et ce n'est qu'une suite logique donc. Certains de ses concitoyens, certains de nos frères africains ont considéré que c'est une faute politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une conviction quasi mythique ou bien mystique et sacrale de ce qu'on appelle la Constitution dans les États africains. Oui. Et cette croyance quasi mystique amène beaucoup à croire que la Constitution est un texte intangible qui est frappé du sceau de la justice. Oui. Or, la Constitution est un texte de loi. Et la loi n'est pas juste forcément. La loi est un texte qui est modifié en fonction des dynamiques sociétales et qui s'adapte en fonction d'un contexte. C'est dire que lorsqu'on veut orienter une société d'une certaine manière, on modifie les lois. Oui. Et les lois sont là pour être modifiées. Les lois sont là également... Alors, pour faire court, est-ce que le fait de résumer et tout simplement de justifier ce coup d'État, essentiellement par cette question de la modification constitutionnelle, ne nous fragilise pas davantage? En tout cas, quand je dis nous, je pense à nous, Africains. Aux Africains, non. L'argument est trouvé... C'est ce qui est le plus brandi. Ceux qui saluent ce coup reviennent toujours sur le fait que le professeur Alpha Condé ne récolte que les fruits de ce qu'il a sémé en modifiant la Constitution, bien qu'il temps passé quand même par voie référendaire, le référendum qui est une autre façon de consulter le peuple. Tout à fait. Oui. Voilà, il s'est passé par voie référendaire. C'est-à-dire que ici ne s'est pas agi d'une modification unilatérale par le chef de l'État. Oui. Il a consulté le peuple. C'était dans une consultation populaire. Oui. Ça veut dire que la modification elle-même a connu l'adhésion populaire. Donc c'est le peuple guinéen qui a participé à la modification de cet article précis. Oui. Maintenant, il se trouve que du point de vue géostratégique, les ralliements d'Alpha Condé, du président Alpha Condé, avec un ensemble d'acteurs stratégiques de la géopolitique mondiale,
a inquiété un bloc, et naturellement le bloc qui est soutenu par la France-Afrique. C'est ce bloc qui revient à travers un légionnaire qui en fait est un soldat de la France, un soldat de la Légion étrangère française, un soldat de force spéciale, mais surtout un barbouze de la France. Ce dernier revient sous l'étiquette de l'armée guinéenne. Et tout à l'heure, un téléspectateur de la Côte d'Ivoire posait une question. Mais où sont passés, et c'est ça qui est quand même inquiétant, où sont passés les généraux guinéens? Qu'est-ce que l'armée guinéenne républicaine pense de ce coup de force? Est-ce qu'elle ne devrait pas penser à restaurer l'ordre républicain en Guinée? Parce qu'il y va... Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, je veux dire, des conséquences du point de vue, en tout cas sur des civils? Non, une riposte de l'armée ne serait quand même pas sans conséquence? Non, vous savez, si vous avez une bande de criminels qui aujourd'hui prend le contrôle de votre maison, lorsque les forces de la police arrivent et qu'elles vont donner l'assaut, c'est vrai qu'il y a un risque que des civils soient touchés. Mais il ne faut pas oublier que c'est pour une action salutaire. Libérez votre maison. Maintenant, une dernière question. Est-ce qu'on ne peut pas être légionnaire ou ancien légionnaire et se reconvertir en quelqu'un qui vient redresser un pays? Non, actuellement, le cap que vous avez suivi, le cap, les orientations que ce dernier donne, c'est un revirement total de situation. On quitte d'un pôle du discours politique qui était pro-panafricain vers un discours qui est actuellement dirigé ou bien qui fait les grâces de ceux qui étaient les prédateurs d'hier. Et donc, ça montre que il est dans la continuité de son service. Il n'est pas dans une orientation souhaitable. Le peuple guinéen qui a participé à la modification constitutionnelle, c'est le moment. Il est au test. Il faudrait voir si ce peuple va prendre ses responsabilités, du moins la majorité qui avait donné son assentiment pour la modification de cet article, si ce peuple va dans la rue, si ce peuple amène ces gens à comprendre que désormais, l'Afrique a une orientation. Et nous dirons, parce que Luc Michel l'a souligné, la Guinée est devenue, malgré lui, et peut-être à cause de son passé, le carrefour de bases militaires qui ne font pas le bonheur de l'Afrique. 80% de déstabilisation de l'Afrique partent de ces bases militaires-là. Donc, ce qui devrait être pensé, c'est que dans la mesure où, dans les jours à venir, le professeur Alpha Condé venait à être rétabli dans ses fonctions, parce que ces derniers peuvent aussi prendre conscience qu'ils sont dans une sorte d'improvisation immature et surtout lâche et qui n'a aucune légitimité, il pourrait décider de redonner à Alpha Condé sa liberté et de retourner dans ses fonctions. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter, mais ça se dessine pas trop bien, puisque après la concertation de ce matin, le Premier ministre, M. Kassori Fofana, et tous ses collaborateurs ont été aussi conduits au quartier général des forces spéciales. Ça ne tiendra pas longtemps, mais il faudrait que le professeur Alpha Condé, quand il sera retourné dans ses fonctions, pense au départ de la grande base française qui est à Conakry. Merci très cher Jonathan Batengene, merci à tous nos précédents panélistes, Dr Kemo Kamara, Dr Abdoulaye Koné et bien sûr Mimo Dia, sans oublier notre géopoliticien Luc Michel. Je vous retrouve demain à la même heure, pourquoi pas, en fonction de l'évolution de l'actualité guinéenne. À très bientôt sur Afrique Média. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis le détecteur. Bonsoir monsieur, Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde.